C'est dans le nord du Pérou que le fleuve Amazone prend sa source. Une région encore mal connue et difficile d'accès, entrecoupée de profonds ravins. On raconte pourtant que des Européens seraient parvenus jusqu'ici dans l'Antiquité. Cuelap, la plus grande forteresse d'Amérique du Sud, est un vestige de la civilisation mythique des Chachapoyas, les guerriers des nuages. Bien des questions restent sans réponse à leur sujet. D'où tenaient-ils leur connaissance? Leurs ancêtres sont-ils venus du vieux continent bien avant Christophe Colomb? L'an 146 avant notre ère marque un tournant dans l'histoire antique. Rome écrase l'empire commercial de Carthage et gagne le contrôle de la Méditerranée. Des centaines de milliers de Carthaginois sont massacrés ou réduits en esclavage. Fondée par les Phéniciens, Carthage occupait une position stratégique et dominait le centre de la Méditerranée. Le secret de sa supériorité résidait dans sa flotte, des galères de combat qui embarquaient plusieurs centaines de rameurs. La marine de guerre était composée au départ de trirèmes, à 3 rangées de rames superposées. Plus tard, elles ont été rejointes par des quadrirèmes et des quinquérèmes avec lesquels les amiraux carthaginois se risquaient loin sur l'océan Atlantique. Ils ont sans doute longé la côte ouest de l'Afrique jusqu'à l'actuel Cameroun et contrôlaient par ailleurs le commerce de l'or à partir du Maroc. À Tartessos, ils se fournissaient en cuivre. Et la Corogne, terre celte, était un pôle d'échange sur la voie maritime vers le nord et la Cornouaille, où l'on chargeait les navires d'étain. Les meilleurs guerriers de Carthage venaient des îles Baléares. Hans Gifhorn étudie depuis longtemps l'histoire de ces îles espagnoles. L'héritage culturel laissé par les Carthaginois le fascine. Il s'intéresse notamment aux légendes anciennes, qui recèlent souvent des informations oubliées. Le chercheur ne peut pas croire qu'un peuple aussi puissant que celui de Carthage ait tout simplement disparu. Selon lui, certains survivants des guerres puniques sont partis tenter leur chance ailleurs. Son enquête commence sur les îles Baléares. Les Phéniciens et les Carthaginois ont installé des comptoirs de commerce à Majorque, comme partout dans la Méditerranée, et même au-delà. L'armée de Carthage, véritable mosaïque de peuples, comptait notamment plusieurs milliers de mercenaires ibériques. Les frondeurs des Baléares formaient une unité d'élite redoutable. On imagine mal ces guerriers fiers et indomptables finissant leur jour en esclavage. Mais où se serait-il enfui? Hans Gifhorn formule une hypothèse audacieuse. Au fil des ans, j'ai rassemblé de nombreux indices, issus de différents domaines qui vont tous dans le sens d'une même théorie. Dans l'Antiquité, les habitants du vieux continent, et notamment des Celtes ibères, ont réussi à atteindre le nord-est du Pérou et se sont mêlés aux ancêtres des Chachapoyas. Les restes retrouvés à Cuelap pourraient donc être ceux des descendants de ces envahisseurs antiques. Est-ce une hypothèse crédible? Pour un scientifique, il est capital d'être guidé par une vision, par des idées. Les faits en eux-mêmes ne permettent pas toujours de parvenir à des explications satisfaisantes. Il faut les aborder avec une certaine vision des choses. Et il est important de formuler des hypothèses. À son apogée, Carthage est le plus grand port du monde. Tout le commerce international y transite et c'est une source de richesse inépuisable. Le savoir-faire des marins phéniciens est un élément essentiel dans la théorie de Hans Gifhorn. Le port de commerce, un bassin rectangulaire situé en avant de la cité, accueille tous les navires.
Le passage de ce grand portail est en revanche réservé aux bâtiments de guerre. Derrière, de vastes hangars à navires de 6 mètres sur 30 peuvent héberger 350 navires de combat avec 100 000 hommes à bord. Mais la superpuissance a une rivale de taille. Rome, qui parvient à vaincre Carthage au terme des 3 guerres puniques. Si beaucoup de combattants finissent en esclavage, d'autres parviennent à s'enfuir. Leurs traces nous conduisent dans le nord de l'Espagne. Voilà 2 millénaires que la tour d'Hercule éclaire l'entrée du port de la Corogne. Construite par les Romains à l'image du phare d'Alexandrie, elle est restée intacte, ou presque, à travers les siècles. L'éclairage ne fonctionne plus à l'huile, et le système de miroir a été modernisé. La mer est ainsi illuminée jusqu'à l'entrée du golfe de Gascogne, point de départ vers le continent américain. Les navigateurs guettent la lueur qui doit les guider entre les hauts fonds et les brisants. Comme il y a 2000 ans, lorsque le port de la Corogne marquait une escale incontournable sur la voie maritime menant vers les côtes septentrionales. Les marins de Carthage et de toute la Méditerranée croisent ici des celtibères qui naviguent depuis plusieurs millénaires jusque dans le nord de l'Europe. Le commerce est florissant. Les richesses locales sont échangées contre des denrées venues d'ailleurs. Aujourd'hui, les lointains descendants des Celtes et des Carthaginois perpétuent cette tradition. Les échanges de marchandises rapprochent toujours les peuples et permettent la circulation des informations. Des rumeurs courent au sujet de marchandises ou de techniques encore inconnues. Au temps de Carthage, sans doute parle-t-on aussi de lointains rivages inexplorés. Et peut-être d'une contrée évoquée par l'historien grec Diodore de Sicile dans son Histoire universelle. Il y relate une incursion des navires carthaginois loin dans l'océan Atlantique. À l'écart de toute terre habitée, ils auraient découvert une île paradisiaque peuplée d'animaux sauvages, arrosée par des fleuves navigables et couverte de hautes montagnes. Mais son emplacement reste secret. Et s'il s'agissait de la destination des rescapés de Carthage et de leurs alliés celtibères? Je pense que sans les talents de navigateurs des Carthaginois, les celtibères et les frondeurs de Majorque n'auraient pas réussi à traverser l'Atlantique. Les amiraux carthaginois ont porté à la perfection l'héritage nautique de leurs ancêtres phéniciens. Au nord de l'équateur, ils bifurquent vers le sud-ouest en suivant les courants et les vents jusqu'au Brésil. L'Allemande Janice Jacquait a elle aussi traversé l'Atlantique en solitaire. 6500 km entre le sud du Portugal et l'île antillaise de la Barbade, parcouru littéralement à la force du poignet, à bord d'un bateau à rame ultramoderne en 90 jours. Ça n'a pas été de tout repos et je me suis retrouvée dans des situations critiques. J'ai connu des vagues de 8 ou 9 mètres. J'ai évité de peu des collisions avec des chalutiers et mon bateau s'est pris dans leur filet. Le plus beau moment a été la rencontre avec la baleine qui m'a escortée pendant 2 semaines. Je suis partie du Portugal. Grâce au courant et au vent favorable, j'ai suivi la route des Alizés vers le continent américain. J'y suis parvenue. C'est donc que c'est possible. L'élément décisif, à mon sens, c'est qu'une fois à bord du bateau, on ne peut plus faire demi-tour et ramer contre le courant ou les vents. On y arrive donc forcément.
De grandes embarcations remplies de guerriers ont tout à fait pu parcourir le même chemin dans l'Antiquité. Une fois en mer, ils sont forcément arrivés de l'autre côté. Les moments d'angoisse surviennent quand il n'y a plus de vagues, que la mer est calme et qu'on a du temps. Le gros problème, c'est l'approvisionnement en eau potable et en nourriture. Mais une traversée de ce type demande aussi de gros efforts physiques, car on est exposé au soleil et à la chaleur, sans compter qu'on est perpétuellement trempé et que l'eau salée est très agressive. Les vaisseaux de Christophe Colomb ont mis 36 jours pour effectuer la traversée des îles Canaries aux Bahamas. Une distance 2 fois plus longue que la route la plus courte entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud. Les navigateurs de l'Antiquité ont peut-être emprunté cette voie maritime. L'île d'Itamaracá, au large du Brésil, aurait été un lieu idéal pour le débarquement des Carthaginois. Pour y installer leur camp de base, ces derniers privilégiaient les îles proches des côtes, faciles à défendre. Construit au XVIIe siècle par les Hollandais, le fort Orange a remplacé une très ancienne implantation indienne, comme en témoignent ces fragments de poterie. Le sable est aussi parsemé d'intrigants morceaux d'argile blanc. Voici des tuyaux de pipe de facture hollandaise. Nous avons trouvé plus de 5000 pipes hollandaises. Il fumait beaucoup ici, au fort Orange. À ce jour, aucune trace d'occupants carthaginois n'a cependant été découverte sur ce site. Et des Indiens, il ne subsiste presque rien non plus. Pour Marcos Albuquerque, des marins épuisés arrivant ici au terme d'une traversée de l'Atlantique auraient rencontré un accueil hostile. On peut s'en convaincre en lisant le récit écrit au XVIe siècle par le mercenaire allemand Hans Stade. Capturé par des anthropophages près de la côte brésilienne, il décrit comment ceux-ci torturent, démembrent et mangent leurs ennemis. Hans Staden évoque aussi d'autres coutumes de ces geôliers qui pratiquent activement le troc. Or, le commerce d'échange était précisément la force des Carthaginois. Il a peut-être été la clé de leur survie. Il n'existe aucune représentation d'une expédition transatlantique avant Christophe Colomb. Mais non loin de la côte, près du Rio Paraíba, se trouve un site archéologique étonnant. Celui de la mythique pierre d'Inga, au cœur d'une nature majestueuse. Les monolithes sont gravés de formes et de glyphes que les scientifiques n'ont pas réussi à déchiffrer à ce jour. La culture Itacoatiara est très présente au Paraíba. Elle a laissé des inscriptions gravées sur la pierre, comme nous pouvons le constater ici, sur la pierre d'Inga. Mais il s'agit ici de peuples disparus qui n'ont laissé aucune information sur leur philosophie et leur savoir-faire. Quel est le message ici? Comment ont été faites ces inscriptions? Et quel peuple est à l'origine de la pierre d'Inga? Tout ceci est un mystère. Bien sûr, ça n'a pas dû être fait par n'importe qui. Cela peut provenir d'une culture vieille de 2000 ans. Très tôt, les chercheurs ont constaté que de nombreux glyphes de la pierre d'Inga rappelaient certaines écritures de l'Antiquité européenne. Je l'ai vérifié moi aussi. Ces similitudes portent sur des lettres, jamais sur des mots complets. Le plus souvent, on peut rapprocher ces glyphes de certains caractères d'un alphabet celtibère. 4 symboles gravés dans la pierre ressemblent étrangement à certains caractères utilisés autrefois en Europe. On a pu reconstituer leur prononciation, mais leur sens reste un mystère. L'arrière-pays sec du Rio Paraíba n'a rien de paradisiaque, et le fleuve lui-même est à peine navigable. Après la côte tropicale, commence un désert de pierres et de poussière. Des marins étrangers auraient vite vu qu'il ne servait à rien de continuer par là
et serait resté sur la côte atlantique. À quelques centaines de milles nautiques au nord-nord-ouest, les voyageurs découvrent un paysage surprenant. Un fleuve aux dimensions insoupçonnées, dans une jungle épaisse. L'Amazone. Pour les Carthaginois, la forêt tropicale n'est sans doute pas une nouveauté, car ils ont pu voir ce type de végétation en Afrique. Mais quel effet produit-elle sur leurs alliés celtibères? Leur paraît-elle fascinante ou menaçante? Les tribus indigènes cachées dans cette forêt d'émeraude repèrent les intrus dès leur arrivée. Leurs armes redoutables les rendent particulièrement insaisissables. Les conquistadors espagnols et portugais la prendront à leurs dépens quand ils tenteront de s'approprier la région au XVIe siècle. Le milieu est hostile à tout point de vue et l'on risque sa vie à chaque instant. Pour espérer survivre, une seule possibilité, rester à proximité des navires. Il est également bien vu d'offrir des présents aux chefs de tribu. Dans le cas des Carthaginois, c'était peut-être une hache en métal confectionnée dans les forges du sud de l'Espagne. En 1616, les Portugais fondent leur premier poste avancé sur l'Amazone, non loin de son embouchure, Belém. Commence alors l'exploitation systématique des richesses tropicales. Les colons agissent par la volonté de leur Dieu et avec sa bénédiction, comme il l'explique aux peuples locaux jugés sauvages et impies. Aujourd'hui, à l'Institut Emilio Goldi de Belém, l'étude des peuples amazoniens permet d'affirmer qu'ils n'étaient ni sauvages ni impies. Il y a plusieurs millénaires, une civilisation très évoluée peuplait les rives du fleuve. Elle aurait même inventé l'ancêtre du tanga, article de lingerie emblématique du Brésil, sous forme de poterie. Maura da Silveira est la gardienne des trésors archéologiques de l'Amazone. Parmi ces merveilles figurent des objets vieux de plusieurs millénaires. Certains objets religieux ont été confectionnés dans des matériaux précieux. Le fleuron de la collection est une pointe de lance en cristal de roche. Des idoles en argile polychrome témoignent des croyances complexes des Marajoara. C'est un symbole. C'est un phallus. La culture Marajoara est très importante en Amazonie. Le peuple Marajoara a aménagé des terre-pleins artificiels pour y ériger des habitations au milieu des champs inondés. Ce phallus peut servir de maracas. Les objets de la civilisation Marajoara ont surpris ceux qui les ont découverts. Par leur forme et leurs ornements, les urnes funéraires polychromes rappellent certaines productions de la Méditerranée antique, comme les vases grecs et les motifs celtes en spirale. L'Amazonie est habitée depuis 11 000 ans par des populations de taille plus ou moins importante. Depuis 2000 ans, on constate un accroissement constant du nombre d'habitants. Or, on a l'impression qu'il s'est produit à un moment donné une explosion démographique soudaine. En 1541, une expédition espagnole remonte l'Amazone en quête du mythique Eldorado. Un chroniqueur rapporte que les rives du cours d'eau sont densément peuplées et décrit de riches terres cultivées. Mais les Espagnols sont accueillis par une pluie de flèches. Au premier rang des combattants se trouvent des femmes nues à la peau claire. Ce sont ces Amazones intrépides qui auraient donné son nom actuel au fleuve, même si beaucoup jugent ce récit peu crédible.
Pourtant, des fouilles archéologiques récentes ont mis au jour dans le bassin de l'Amazone des sites d'habitation de plusieurs milliers de personnes. Leur aliment de base était le maïs, cultivé selon des techniques agraires particulières. Ce sont sans doute des maladies importées qui ont détruit cette civilisation prospère. On redécouvre aujourd'hui tout son savoir-faire. Et selon les chercheurs, une véritable révolution culturelle a eu lieu au bord de l'Amazone il y a 2000 ans. Les œuvres des artistes locaux ont soudainement évolué. Quel a été l'élément déclencheur? La céramique Marajoara a toujours fasciné les gens. La société Marajoara se développe beaucoup plus tôt dans le Marajo que partout ailleurs, comme dans l'Alto Amazonas par exemple. D'ailleurs, l'analyse de la céramique polychrome et des urnes funéraires démontre bien cette théorie. Le Marajo a connu un essor culturel sans précédent, qui a eu une influence sur d'autres régions. Autrefois, on doutait de l'origine de cette influence. Si les trouvailles des archéologues rappellent certains objets de l'espace méditerranéen, cela signifie peut-être que des visiteurs du vieux continent ont diffusé ici leurs idées il y a 2000 ans. Heinz Budweg en est convaincu. Cet archéologue amateur a découvert un indice supplémentaire, une hache antique. Pour lui, cela prouve que des explorateurs étrangers sont arrivés au Brésil bien avant Christophe Colomb. Celui qui me l'a vendue m'a dit qu'elle venait du Rio Guaporé, la rivière frontière entre le Brésil et la Bolivie. Il l'avait achetée à un Indien de Bolivie. Ce n'est pas une imitation. D'ailleurs, le manche était encore humide. Une hache métallique patinée et munie d'un manche en bois avec un animal sculpté. C'est une tête de taureau ou peut-être d'antilope. En tout cas, un animal qui n'existe pas en Amérique du Sud. Heinz Budweg cherche à percer le secret de cet objet. À l'Institut de géosciences de l'Université de Sao Paulo, la hache est examinée au moyen des technologies scientifiques les plus pointues. Et le résultat est surprenant. Nous avons analysé la hache et sa tête à l'aide d'un spectromètre de masse quadrupolaire. Nous avons pu constater que la hache était essentiellement constituée de cuivre pur et que la tête était en laiton. Ce qui est très important, c'est que le manche est fait d'un bois qui vient du Pantanal, une région de marais près du Rio Paraguay. On estime qu'il date de 1500 ans. Quant à l'alliage étudié par Sandra Andrade, il n'était pas connu en Amérique avant l'arrivée des Européens. Le bassin amazonien a toujours constitué un vaste réseau de commerce. Est-ce de cette façon que la hache est arrivée si loin à l'intérieur du continent? Les Celtes et les Carthaginois ont-ils simplement remonté le fleuve pour suivre la circulation des marchandises? Certains récits rapportent que des Indiens fuyant des marchands d'esclaves sont arrivés jusqu'au territoire des Chachapoyas. Cela représente près de 4000 km de la côte atlantique brésilienne au Pérou. Une telle épopée n'était donc pas impossible pour des hommes déterminés. Mais des voyageurs européens auraient-ils pu accomplir le même exploit? Traverser la plus grande forêt vierge de la planète, menacée par les bêtes sauvages, des peuplades et des maladies inconnues? Quoi qu'il en soit, la cordillère des Andes aurait empêché les aventuriers d'aller plus loin. La trace des Carthaginois et des Celtes pourrait donc conduire à Cuelap. Érigée par les Chachapoyas, la plus grande forteresse du continent sud-américain occupait plus de place encore que la pyramide de Khéops en Égypte, comme le montre sa reconstitution. Les Chachapoyas étaient des bâtisseurs de premier ordre, mais on ignore d'où venait leur savoir-faire pour réaliser de telles constructions à 3000 mètres d'altitude.
Ces ornements témoignent d'une grande sensibilité artistique. Un système d'évacuation des eaux assurait hygiène et confort. Dans leur maison, les Chachapoyas ensevelissaient aussi leurs morts. Ils sont surtout connus pour leur architecture. C'est la partie la mieux préservée de leur civilisation, celle que l'on perçoit tout de suite. Les constructions sont spectaculaires, monumentales, elles témoignent de leur puissance. Voilà 30 ans que Peter Lerche vit au Pérou. Il est même devenu maire de la ville de Chachapoyas, la capitale régionale. Les habitants passés et présents de la région le fascinent. Comment expliquer Cuelap? Les analyses au carbone 14 montrent qu'elle a été érigée assez récemment, vers l'an 800 de notre ère, à l'exception de l'entrée principale, datée de l'an 500. Ce qui m'a paru troublant quand j'ai commencé à m'intéresser à Cuelap, c'est qu'il n'existe aucune forteresse de construction semblable ailleurs sur le continent américain. Mais elles étaient courantes dans la Méditerranée antique. Dans le temple principal de Cuelap, un détail semble confirmer l'hypothèse de Hans Gifford. Cette tête ciselée dans le mur rappelle un culte macabre pratiqué de l'autre côté de l'Atlantique. Les Celtes coupaient la tête de leurs prisonniers et accrochaient ces trophées dans leur demeure en signe de puissance. Les Chachapoyas ont-ils repris ce rituel? Chez les Celtes, le culte des têtes coupées tient au fait que la tête est le siège de l'âme. Voilà pourquoi ils accordaient une telle importance à cette partie du corps. De plus, ils pratiquaient couramment la trépanation des crânes, mais ils n'étaient pas les seuls. Les Chachapoyas, comme les Celtes, ouvraient les crânes pour réduire la pression dans la tête et chasser les mauvais esprits. Dans le cas des Chachapoyas, on sait qu'ils utilisaient une méthode qui est déjà décrite au 5e siècle avant notre ère par Hippocrate. Plus tard, les Celtes l'ont également pratiquée, comme nous l'apprennent des fouilles menées en Basse-Autriche. Il y a donc là un parallèle très intéressant. Une méthode thérapeutique commune prouve-t-elle que les deux cultures ont été en contact? Est-ce un élément de plus dans une longue liste d'indices concordants comme le croit Hans Gifford? C'est sans doute à Cuelap qu'il faut chercher des preuves. Qui étaient les habitants de la forteresse et comment vivaient-ils? Petit à petit, on essaie de reconstituer l'organisation générale de Cuelap. On peut ainsi se demander si les ornements des murs sont uniquement décoratifs ou s'ils renferment des messages secrets. Peter Lerche, pour sa part, s'appuie sur les faits. Voici une maison ronde particulièrement grande. Les trous que l'on voit dans les murs servaient à insérer des poutres pour former le plancher de l'étage. À Cuelap, on avait besoin de maisons à 2 niveaux, car la citadelle comptait 3000 habitants. L'endroit était rude. Beaucoup d'archéologues ont du mal à admettre que des populations aient souhaité s'implanter là. Pourquoi ont-elles choisi de vivre là? C'est le début du mystère. La puissante citadelle des Chachapoyas recèle encore plus d'un mystère. Mais pour Hans Gifford, la solution est proche. On ne trouve aucune forteresse comparable ailleurs en Amérique latine. Mais les archéologues n'ont jamais étudié l'hypothèse d'une origine extra-américaine. De l'autre côté de l'Atlantique, voici les restes d'une ville fortifiée construite sur des terrasses artificielles. Elle a été érigée il y a environ 2000 ans par des Celtibères, peu avant ou peu après la destruction de Carthage. Comme à Cuelap, les maisons d'habitation reposent sur des fondations en pierre de forme circulaire. Ici aussi, les bâtisseurs ont choisi un emplacement surprenant et dressé des murs épais pour se protéger des ennemis. Il existe des ressemblances frappantes entre la citadelle celte sur la côte espagnole et la forteresse perchée dans les Andes. Reste à savoir si l'une est inspirée de l'autre. Pour tenter de lever le mystère, retour chez les Chachapoyas dont on sait finalement peu de choses.
À l'époque de la colonisation espagnole, peu de chroniqueurs sont parvenus jusqu'ici. Même les Incas estimaient que le royaume des Chachapoyas était très éloigné. Les sites occupés autrefois par les guerriers des nuages sont aujourd'hui des villes fantômes. Cachés dans ces falaises abruptes, des sarcophages renfermant des momies témoignent de leur étrange culte des ancêtres. Perchés en altitude, les archéologues étudient une sépulture. Les défunts enterrés là étaient des guerriers chasseurs de têtes, une rareté dans les hauts plateaux andins. L'archéologue allemand Klaus Koschmider est lui aussi fasciné par les Chachapoyas. Chez les Chachapoyas, il était courant d'inhumer les morts dans les habitations. On retrouve régulièrement des sépultures dans les maisons rondes. L'origine de cette pratique est peut-être à rechercher dans le bassin amazonien, où l'on enterre aujourd'hui encore les défunts dans les maisons. Les lieux de culte sont ornés de peintures bien conservées sur les falaises, malgré le climat tropical. On y distingue des personnages richement vêtus, portant des plumes ou des auréoles. Ailleurs, on a retrouvé un être avec un couvre-chef somptueux. Le dieu celte Cernunnos est souvent représenté avec des ornements de bois de cerf, comme sur le chaudron de Gundestrup, retrouvé au Danemark. Là, nous avons une embarcation avec un passager et une image similaire de l'autre côté. Klaus Koschmider pense lui aussi que les Chachapoyas sont venus de l'Est. Mais d'après lui, ils se situeraient plutôt à quelques centaines de kilomètres sur le fleuve Amazon. Seuls les morts connaissent la vérité. Chaque tempête fait apparaître de nouveaux squelettes et contribue à détruire les dernières traces des Chachapoyas. Voilà des jours qu'il pleut sans discontinuer dans la cordillère des Andes. Les affluents de l'Amazone se transforment en torrents furieux. Les habitants de Laimebamba ont appris à s'accommoder de ces déchaînements de la nature qui se répètent souvent pendant la saison des pluies. La météo difficile était sans doute la plus grande source d'inquiétude des habitants. Là-bas, il y a des averses de grêle épouvantables et des pluies torrentielles. Je n'ai jamais rien vu de tel. On a l'impression que le ciel va s'effondrer et que le sol est en train de se liquéfier. Les pluies provoquent des glissements de terrain qui modifient la physionomie des vallées. Dans cet environnement très instable, il est logique que les Chachapoyas aient choisi de vivre au sommet des montagnes. En avril 1997, Peter Lercheux est appelé en urgence. Des pilleurs de tôle ont écumé une nécropole ancienne jusqu'alors inconnue près du lac des Condors et de nombreuses momies sont exposées aux intempéries sans protection. Ce sont des agriculteurs qui ont repéré le site. Sans attendre, l'ethnologue organise une expédition de sauvetage. Les Vandales ont complètement saccagé le site. Plusieurs sarcophages sont détruits et les tombes dévastées. Des momies Chachapoyas en triste état jonchent le sol. L'équipe réalise des fouilles d'urgence et parvient à mettre en sécurité plus de 200 momies dans la capitale régionale. Désormais, elles sont conservées à Laimebamba. Les corps en position accroupie ont été autrefois enveloppés de sacs protecteurs. Certaines de ces momies sont étudiées à l'université de Vienne. Vieilles de 500 ans, elles sont antérieures à l'arrivée des conquistadors.
Pourtant, les cadavres portent les traces de maladies dont on attribue généralement la diffusion aux Européens. À Göttingen, en Allemagne, Michael Schultz, un paléopathologiste de renommée mondiale, étudie les ossements de nos ancêtres pour y trouver des informations sur leurs maladies et les causes de leur mort. Il est intrigué par la forte prévalence de la tuberculose chez les Chachapoyas. Voici une lésion caractéristique de la tuberculose, avec des ulcérations. Ces signes typiques de la tuberculose ont été retrouvés sur les squelettes des Chachapoyas et sur les momies. C'est très intéressant car ça montre que cette maladie était relativement répandue chez eux à l'époque précolombienne. Mais cela ne prouve toujours pas l'existence de contacts transatlantiques. On a retrouvé des traces de cette pathologie à la même époque dans d'autres parties du continent sud-américain. Les cas de tuberculose mis en évidence à ce jour chez les Chachapoyas correspondent aux formes de la maladie que l'on connaît de l'Antiquité. S'il s'agissait de descendants de voyageurs venus d'Europe, tout concorderait. Il est donc permis de supposer que la maladie a peut-être atteint le Nouveau Monde relativement tôt. D'où qu'ils soient venus, pourquoi les bâtisseurs de Cuelap ont-ils construit une forteresse aussi monumentale? Selon Peter Lercheux, elle devait protéger les Chachapoyas des attaques des ennemis venus des terres basses, des peuples voisins qui connaissaient la famine pendant les périodes de sécheresse. Ici, les archéologues ont retrouvé plus de 50 squelettes au crâne défoncé. S'agissait-il d'attaquants ou de défenseurs de Cuelap? Les blessures ont pu être causées par des haches ou des frondes, mais quoi qu'il en soit, la mort a été violente. Une région frontalière est souvent un lieu de conflit. Il faut déterminer qui va faire du commerce et en retirer les bénéfices, qui va contrôler les routes, comment va être partagé le gâteau, qui va jouer les intermédiaires, etc. Il y avait sans doute beaucoup de querelles politiciennes en interne et de sang versé. La capitale régionale de Chachapoyas est aujourd'hui une plaque tournante des métaux précieux et de la drogue. Mais les bénéfices ne sont pas investis sur place. La collection de momies conservée par les autorités locales semble un peu poussiéreuse. Mais les chercheurs ont tout de même découvert ici des informations importantes sur les origines et le destin des Chachapoyas. Cette momie appartient à une famille composée de 3 personnes. Il s'agit d'une femme âgée de 25 ans, un enfant de 6 ans et un homme. Les orifices qu'on aperçoit sur la tête, 3 sur la partie postérieure et 1 sur la partie frontale, semblent provenir de blessures de guerre. Régulièrement, les archéologues retrouvent des dépouilles témoignant de morts violentes. Les Chachapoyas étaient réputés pour être extrêmement belliqueux. Ils utilisaient principalement des frondes pour se défendre contre leurs ennemis ou pour les attaquer. Des frondes très différentes de celles des autres peuples du Pérou. Une fois de plus, retour sur le vieux continent à Majorque. Un champion du monde se rend à l'entraînement. Juan José Caballero, maître incontesté du tir à la fronde, une discipline toujours pratiquée aux Baléares. Hans Gifforn lui a rapporté la copie d'une fronde des Chachapoyas retrouvée au Pérou, à plus de 10 000 km de là.
La comparaison avec une fronde traditionnelle de Majorque donne un résultat surprenant. Elles sont pratiquement identiques, jusqu'à la façon de nouer la boucle qui accueille le projectile. Les ancêtres de Juan enroulaient leur fronde autour de la tête. Les Chachapoyas les portaient également sur le front en ornement. Ces coutumes ont cependant été oubliées depuis longtemps. À Huancas, d'autres traditions ancestrales ont perduré. Beaucoup d'habitants portent encore des noms typiques des Chachapoyas. Clotilde Alva, potière, est fière de cette ascendance. C'est un héritage des Chachapoyas qui ont fait alliance avec les Espagnols. Ils nous ont laissé cet héritage. On sait que les Chachapoyas étaient des commerçants très dynamiques. Ils faisaient en général office d'intermédiaire, une situation très recherchée car très lucrative. Ils avaient accès à tout. C'est l'une des raisons pour lesquelles leur art, leur architecture et leur culture ont connu des influences aussi diverses. Ils avaient le monde entier à portée de main, un peu comme les New-Yorkais. Leur organisation commerciale était pour ainsi dire une institution, et ils occupaient un emplacement stratégique. Les femmes Chachapoyas étaient également très prisées. Cette peinture inca les représente avec une peau claire et des cheveux blonds vénitiens. Le seigneur inca choisissait la plus belle pour lui. Blonde, Cecilia Flores l'est aussi. Elle vit en bordure du village de Huancas avec sa famille. Physiquement, elle ne ressemble pas à ses voisins à la peau plus mate et aux cheveux noirs. Cecilia mène une existence traditionnelle, comme tout le monde ici. Chaque jour, elle apporte ainsi le déjeuner à son mari sur son lieu de travail, une coutume bien ancrée. Mais elle n'explique pas son physique particulier. Nous sommes 4 frères et sœurs. Nous sommes 3 à avoir les cheveux clairs. J'ai également 2 cousins qui vivent à Chachapoyas qui ont les cheveux blonds aussi. Je connais une petite fille qui est la seule de sa fratrie à avoir les cheveux blonds. Nous avons demandé à mon père pourquoi nous avons les cheveux de gringo. Il nous a répondu que ses grands-parents avaient les cheveux blonds aussi, mais ils sont morts. Aucune source n'indique que les Chachapoyas étaient tous blancs. Le chroniqueur espagnol Pedro Cieza de León a écrit, après avoir voyagé au Pérou et dans d'autres colonies, les Chachapoyas sont le peuple le plus clair de peau que j'ai jamais vu. Ils sont agréables et gracieux. Leurs femmes sont belles. Les Incas les prennent souvent pour concubines ou pour épouses. Ils écrivent aussi leur habillement. La fronde, parfois enroulée autour de la tête, pour les hommes, avec des vêtements de laine ou de coton. Il était très impressionné par les Chachapoyas et les trouvait séduisants. À Limabamba aussi, on raconte qu'il y a toujours eu beaucoup d'habitants blonds à la peau claire, même si les villageois sont principalement d'origine indienne. Comme à Huancas, personne n'a jamais entendu parler d'ancêtres venus d'Europe. Une visite à l'école permet de constater la présence d'enfants blonds à la peau claire. Pour établir leur empreinte génétique, on prélève des échantillons de salive. La jeune Valentina y participe elle aussi, même s'il est plus intéressant d'étudier les sujets mâles sans lien de parenté pour obtenir des résultats probants. La petite fille est issue d'une famille de la région dans laquelle personne n'a connaissance d'ancêtres qui ne seraient pas indiens. Juan a également donné un échantillon. Avec ses cheveux roux, il est un sujet d'étude idéal.
Mais il pourrait s'agir d'une simple mutation génétique survenue dans une ascendance entièrement indienne. À l'Institut de biologie moléculaire de l'Université de Rotterdam, aux Pays-Bas, une équipe de chercheurs attend les échantillons péruviens pour les analyser. Sous la direction de Manfred Kaiser, ils ont identifié dans le génome humain des marqueurs particuliers correspondant à la couleur des cheveux. Nous avons les premiers résultats des analyses génétiques sur les échantillons du Pérou. La première question que nous nous sommes posée, c'est de savoir si cette couleur rousse est d'origine européenne ou non. L'analyse de l'ADN nous permet de classer les sujets en fonction de leur origine géographique. Nous avons donc pu déterminer que ces individus avaient des ancêtres d'origine diverses. Nous avons 10 à 15% d'origine européenne, ce qui correspond aux cheveux roux. Mais le reste de leur génome, au vu de nos analyses, est d'origine amérindienne. L'analyse génétique indique également de quelle région provenaient les ancêtres européens des sujets analysés. À ce jour, tout semble indiquer qu'ils venaient de l'ouest de l'Europe. Nous avons détecté un chromosome Y du groupe R1b qui est le plus fréquent dans les îles britanniques et dans le nord de la péninsule ibérique. La Galice, dans le nord de l'Espagne, a été autrefois occupée par les Celtes. Sur le marché de la Corogne, le poisson vendu au port à la criée vient d'arriver. Ici, la pêche et le commerce maritime ont toujours déterminé le destin des habitants. Les ancêtres de ces Galiciens ont-ils introduit leur patrimoine biologique et culturel au Pérou? Il y a 2000 ans, des guerriers celtes auraient été en mesure de traverser l'Atlantique. Peut-être avec les survivants de Carthage, en fuite devant les légions romaines. Des hommes animés par l'énergie du désespoir. Des fugitifs attirés par une nouvelle contrée au-delà des mers. Ont-ils laissé des traces là-bas? Des habitations rondes et des forteresses, comme en Galice. Une hache ornée d'un animal inconnu en Amérique du Sud. Des urnes funéraires ornées des motifs en spirale celte, semblables à certaines productions méditerranéennes. Ou des méthodes thérapeutiques sophistiquées. Les avis sont très partagés. Je ne constate pas de rupture, de tournant culturel, ni d'invasion de style ou d'éléments étrangers. Pour moi, rien n'indique que tout a changé du jour au lendemain. Hans Gifhorn est pourtant convaincu de sa théorie et compte sur les avancées de la science. On a encore très peu étudié la culture des Chachapoyas. On peut s'attendre à de nombreuses surprises. Seuls quelques indices vont pour l'instant dans ce sens. Des preuves définitives restent encore à trouver. C'est dans le nord du Pérou que le fleuve Amazone prend sa source. Une région encore mal connue et difficile d'accès, entrecoupée de profonds ravins. On raconte pourtant que des Européens seraient parvenus jusqu'ici dans l'Antiquité. Cuelap, la plus grande forteresse d'Amérique du Sud, est un vestige de la civilisation mythique des Chachapoyas, les guerriers des nuages. Bien des questions restent sans réponse à leur sujet. D'où tenaient-ils leur connaissance? Leurs ancêtres sont-ils venus du vieux continent bien avant Christophe Colomb?
L'an 146 avant notre ère marque un tournant dans l'histoire antique. Rome écrase l'empire commercial de Carthage et gagne le contrôle de la Méditerranée. Des centaines de milliers de Carthaginois sont massacrés ou réduits en esclavage. Fondée par les Phéniciens, Carthage occupait une position stratégique et dominait le centre de la Méditerranée. Le secret de sa supériorité résidait dans sa flotte, des galères de combat qui embarquaient plusieurs centaines de rameurs. La marine de guerre était composée au départ de trirèmes, à 3 rangées de rames superposées. Plus tard, elles ont été rejointes par des quadrirèmes et des quinquérèmes avec lesquels les amiraux carthaginois se risquaient loin sur l'océan Atlantique. Ils ont sans doute longé la côte ouest de l'Afrique jusqu'à l'actuel Cameroun et contrôlaient par ailleurs le commerce de l'or à partir du Maroc. À Tartessos, ils se fournissaient en cuivre. Et la Corogne, terre celte, était un pôle d'échange sur la voie maritime vers le nord et la Cornouaille, où l'on chargeait les navires d'étain. Les meilleurs guerriers de Carthage venaient des îles Baléares. Hans Gifhorn étudie depuis longtemps l'histoire de ces îles espagnoles. L'héritage culturel laissé par les Carthaginois le fascine. Il s'intéresse notamment aux légendes anciennes, qui recèlent souvent des informations oubliées. Le chercheur ne peut pas croire qu'un peuple aussi puissant que celui de Carthage ait tout simplement disparu. Selon lui, certains survivants des guerres puniques sont partis tenter leur chance ailleurs. Son enquête commence sur les îles Baléares.